on attaque les applications linéaires. Avant d'aborder ce chapitre, on pourra avec profit écrire la définition de noyau et d'image d'une application linéaire. Bon. Donc ça posera de problème à personne. J'irai aussi la définition d'un projecteur. Donc c'est une application linéaire qui vérifie P2 égale P, et d'une symétrie, une application linéaire qui vérifie S2 égale identité. Bon, le noyau et l'image, ben oui, ce sont des sous-espaces vectoriels. Le noyau de l'espace de départ et l'image de l'espace d'arrivée. Alors, on peut attaquer assez rapidement. Juste une petite remarque en passant. À aucun moment, on nous dit que les espaces vectoriels sont de dimension finie. Donc, on ne peut pas utiliser tous les théorèmes qu'on a sur la dimension. On verra ensuite, hein. Alors, soit A dans E. Alors, A, on ne nous dit pas que c'est... Oui, que c'est un sous-espace vectoriel. Et U dans L de E. Alors, U de vect A égale vect de U de A. Bon, bah, comme U est linéaire, hein, effectivement, dès qu'on a une somme, un vect de A, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires, hein, les sommes de alpha i xi avec xi dans A, les sommes finies, hein, évidemment. Et donc, bah oui, évidemment, ça commute avec U, et donc ça va être vrai, c'est plus vrai. Soit U dans L de E, j'ai H2 sous-espace de E. Alors, U de G plus H égale U de G plus U de H. Bah là, c'est des éléments, G plus H, c'est des éléments de la forme X plus Y, avec X dans G, Y dans H. U de G plus H, donc ça va être U de X plus Y, U de X plus U de Y. Bon, bah, oui, donc là, c'est encore vrai. Soit U dans L de E, alors im de U et ker de U sont supplémentaires. Bon, ben non, ça c'est faux. Alors, je vais vous donner un contre-exemple. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire que c'est vrai? Parce que quand on est en dimension finie, la dimension de im de U plus la dimension de ker de U, c'est égal à la dimension de E. Et que donc il manque plus qu'un truc, c'est est-ce que l'intersection est nulle? Mais justement, là, l'intersection entre im de U et ker de U n'a aucune raison d'être nulle. Alors, regardons l'endomorphisme U de K2 qui a pour matrice A dans la base canonique E1, E2 de K2. Alors, on a A égale 0, 0 en colonne et 1, 0. Donc, on voit que l'image de U, vous voyez, c'est porté par E1, hein. Ça veut dire que E1 va vers 0 et E2 va vers E1 par U, hein. Et donc, im de U, c'est forcément le sous-espace vectoriel engendré par E1. Et ker de U, bah, c'est encore le sous-espace vectoriel engendré par E1. Voilà. Donc ça, c'est un contre-exemple qu'il faut bien avoir en tête, hein, il est important. Et alors, pour aller plus loin, mais maintenant, il faut connaître un peu les polynômes d'endomorphisme, et en particulier le polynôme minimal. Ici, vous avez le polynôme minimal de A qui est égal à x2. Donc, en fait, ce qu'on peut montrer en dimension finie, hein, c'est que le noyau et l'image de U sont en somme directe si et seulement si 0 n'est pas multiple, racine multiple de mu U, du polynôme mu U. Voilà. Alors, 0 peut être non racine de mu U. Alors là, dans ce cas-là, si 0 n'est pas racine de mu U, vous pouvez savoir que du coup, 0 n'est pas valeur propre de U. Et comme 0 n'est pas valeur propre de U, ça veut dire que U est injectif, donc ker de U égale 0. Donc du coup, im de U, injectif implique surjectif, hein, je vous rappelle qu'on est en dimension finie, et im de U, voilà, c'est E tout entier, donc vous avez E et 0, hein, donc ils sont bien en somme directe. Et si 0 est racine simple de mu U, on a encore
im de u et ker de u en somme directe, et cette fois-ci non triviaux. Voilà. Et après, dès que 0 devient racine multiple de mu u, alors on n'aura pas de somme directe. Ce sera impossible. Voilà donc une petite condition qui porte sur les polynômes. Je vous fais remarquer aussi que on peut aussi voir l'endomorphisme dans l'espace des polynômes. Vous prenez ici, hein, ça c'est l'endomorphisme dérivé sur l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. D'accord? Puisque vous prenez la base 1x des polynômes, hein, de degré inférieur ou égal à 1. 1, la dérivée, c'est 0, et x, sa dérivée, c'est 1. Donc, ça vous fait bien ceci. Et souvent, hein, c'est un contre-exemple à avoir en tête. Il faut savoir que l'endomorphisme dérivé sur l'espace des polynômes, ou des polynômes de degré inférieur à n, fournit des jolis contre-exemples. Voilà. Pour l'histoire de 0 n'est pas racine multiple de mu u si et seulement si noyau et image sont en somme directe, c'est fait dans Carnet de voyage en algébrie, exercice 1.374, le petit 1. Voilà. U appartient à L de E, alors U est injectif si et seulement si ker de U égale 0. Donc ça, c'est vrai, c'est une proposition bien connue. Si U est injectif, c'est évident que ker de U, il ne peut y avoir que 0. Puisqu'il y en a, s'il n'y en a qu'un, ce sera celui-là, en quelque sorte. Mais réciproquement, ça utilise vraiment la linéarité. U dans L de E, F, alors U, im de U est isomorphe à tout supplémentaire de ker de U. Alors, si on est en dimension finie, c'est évident. Im de U, il est de dimension, la codimension de ker de U, ou n, dimension de E, moins dimension de ker de U, et tout supplémentaire de ker de U est aussi de même dimension. Or deux sous-espaces de même dimension sont isomorphes, puisqu'ils sont isomorphes à l'espace vectoriel de forme normale, en quelque sorte, K puissance D, où D est justement cette dimension n moins dimension de ker de U. Donc ici, c'est vrai. Maintenant, quand on est en dimension infinie, c'est peut-être un petit peu plus retors. D'abord, on a l'isomorphisme canonique E quotienté par ker de U est isomorphe à im de U. Donc ça, c'est l'isomorphisme canonique qui provient de U. Donc, on a déjà que im de U est isomorphe à E quotienté par ker de U. Maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que E quotienté par ker de U est isomorphe à tout supplémentaire de ker de U. Et oui, parce que vous prenez F, un supplémentaire de ker de U, vous l'envoyez dans E par l'injection naturelle, puis dans E quotienté par ker de U par la surjection naturelle, et ça vous fait un morphisme de F dans E sur ker de U, qui est forcément un isomorphisme. Ça, c'est facile de voir ça. Donc, en dimension infinie, hein, on a bien im de U isomorphe à tout supplémentaire de ker de U. Donc, soit en dimension finie avec la dimension, soit en dimension infinie avec l'isomorphisme entre un supplémentaire et le quotient E sur ker U. Voilà. Soit UV dans L de E, alors im de U plus V égale im de U plus im de V. Alors ça, c'est faux, d'accord? Vous prenez... Alors, on voit que c'est faux parce que les éléments de im de U plus V sont de la forme U plus V de X, donc U de X plus V de X. Alors que im de U plus im de V, c'est des éléments de la forme U de X plus V de Y. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus là. Donc, on a une inclusion ici, mais la réciproque, il n'y a pas de raison. Donc là, c'est faux. On va mettre un contre-exemple ici. Vous prenez U, un isomorphisme,
de E, et V égale moins U. Donc on aura ici im de 0, ça fera 0, et ici on aura E, puisque c'est un isomorphisme, plus E, et E plus E, ben, ça fait E. Soit UV dans L de E tel que U rond V égale 0, alors U égale 0 ou V égale 0. Donc ce serait que la loi rond est intègre. Ben non, hein, on a vu tout à l'heure un morphisme non nul avec la matrice de tout à l'heure, la matrice A, 0, 0, 1, 0, ben, au carré, ça valait 0, donc U rond U, ça fait 0, alors que U n'était pas nul. Donc là, c'est faux. Un endomorphisme P est un projecteur si et seulement si id moins P est un projecteur. Bon, ben, comme id moins P, c'est involutif, il suffit de montrer l'implication. Donc P est un projecteur, ça veut dire que P2 égale P, et id moins P est un projecteur, donc on met au carré. Alors on peut utiliser hein, les identités remarquables, hein, le binôme de Newton, tout ça, hein, parce que P commute, parce que tout commute, P commute avec l'identité. Donc ça va faire identité moins 2P plus P2. Quand on va le calculer, il faut montrer que c'est égal à identité moins P pour que ce soit un projecteur. Donc ça fait identité, alors moins 2P plus P2, bah, ça fait identité moins P parce que P2 égale P. Et donc c'est vrai. Un endomorphisme P est un projecteur si et seulement si moins P est un projecteur. Donc pareil, moins, il suffit de montrer l'implication. Alors là, on prend moins P au carré, et moins P au carré. Donc on va poser, ce sera plus simple de poser Q égale moins P. Donc P égale moins Q. Donc ça va faire Q carré est égal à moins P carré, est égal à donc P carré, est égal à, donc à P est égal à moins Q. Donc on obtient au final Q2 égale moins Q, et ça, c'est pas un projecteur, parce qu'il faudrait que Q soit nul pour que Q soit égal à moins Q. Donc ça, il suffit. Donc ça, c'est faux. Hop. Si P est un projecteur, alors P moins deux identités est une symétrie. Alors, bon, P est un projecteur, P2 égale donc P, on met ça au carré, ça fait P2 moins 4P plus 4 identités. Alors, est une symétrie, il faudrait que ce soit égal à l'identité. Donc, ça veut dire P2 moins 4P, ça va faire moins 3P, parce que P2 égale P, donc il reste moins 3P. Moins 3P, donc devrait être égal à moins 4 identités. Donc P devrait être égal à un truc complètement absurde. Donc là, c'est faux. Hein, par contre, l'idée, c'est peut-être si on avait pris 2P moins identité, ou identité moins 2P, ou des choses comme ça, là, ça aurait marché. Hein. Si on prend 2P moins identité, qu'on met au carré, ça fait 4P2 moins 4P, plus identité, et 4P2 moins 4P, ben, comme P2 égale P, ça fait 0, donc il ne reste plus que identité. D'accord. Donc c'est le 2, il fallait le mettre là, et là, c'est ça. Donc, mais en l'état, c'est faux. Alors, si P est un projecteur, alors im de P égale ker de P moins id. Alors d'abord, on est tenté de le faire, donc c'est une égalité de sous-espace vectoriel, donc on est tenté de le faire avec une double inclusion, et on est tenté aussi de le faire avec une inclusion et un argument de dimension. Il se trouve que là, on travaille sans filet, hein, on n'a pas d'hypothèse de dimension ici. Donc, si on n'est pas en dimension finie, on ne peut pas faire ces choses-là avec la dimension. Hein. Donc, mais c'est un petit peu le jeu hein, de le faire sans la dimension. Après, vous pouvez le faire avec si vous êtes en dimension finie. C'est même pas évident que ce soit plus simple. Donc là, ça va être vrai. Donc, je vais vous le montrer. Donc, il faut montrer que im de P est inclus dans ker de id moins P. Ben oui, on va prendre y donc dans im de P. On va montrer qu'il est dans ker de id moins P. Bon, ben, comme y est égal à P de x, hein, puisque
il est dans im de P, il existe bien un X qui vérifie ça. Donc maintenant, je vais regarder id moins P de Y. Ben, id moins P de Y, c'est Y moins P de Y. Donc Y, c'est P de X, donc P de Y, c'est P de X, mais P2, c'est égal à P parce que P est un projecteur, donc ça fait 0. Et l'inclusion inverse, donc je pars d'un X dans ker de id moins P, et donc ça veut dire que id moins P de X égale 0, c'est-à-dire que P de X égale X. Et comme P de X égale X, ben X, il est bien de la forme P de quelque chose, donc X est bien dans im de P. Alors, c'est quand même, il faut faire attention parce que c'est quand même assez rare. C'est très facile généralement d'aller d'un im vers un ker. Donc ça, c'est quelque chose de bien connu en mathématiques. Une image, c'est facile de montrer que c'est un noyau. Hein, parce que une image, on l'a sous une certaine forme, et un noyau, on peut le vérifier. Par contre, un noyau, c'est difficile de montrer que c'est une image. Parce que le noyau, c'est quelque chose qui vérifie quelque chose, et l'image, ça veut dire qu'on veut montrer qu'il est sous une certaine forme. Et c'est justement les deux difficultés. Mais là, c'est un peu exceptionnel, ça marche bien. Voilà. Donc voilà, c'est terminé, le vrai-faux, mais on va continuer parce qu'il y a des exercices intéressants. Alors, typique. Donc, je vous laisse regarder. Bon, celui-ci, il est facile, montrer que U rond V est l'endomorphisme nul si et seulement si im de V est inclus dans ker de U. Bon, faut juste le remarquer, quoi. C'est pas... Voilà, hein, ça c'est vraiment facile. Hein. Bon, bah oui, si im de V est dans ker de U, ça veut dire tout élément de la forme V de X va vérifier U de cet élément égale 0. Donc ça revient à dire que U rond V est égal à 0 comme endomorphisme. L'exercice suivant, il est très typique, hein, celui-ci. U rond V égale V rond U. On dit que U et V commutent, hein, c'est des éléments de L de E. Et il faut montrer que U respecte le noyau de V et que U respecte l'image de V. Alors bien sûr, par symétrie, V va respecter le noyau de U et va respecter le noyau de et va respecter l'image de U, bien sûr. Alors ça, c'est assez typique, il faut savoir le faire absolument. Donc voilà, on suppose U rond V égale V rond U. Si X est dans ker de V, il faut montrer que U de X est encore dans ker de V. Donc ce qu'il faut faire, c'est calculer V de U de X et montrer que c'est égal à 0 pour montrer que U de X est encore dans ker de V. Voilà. Donc on fait V de U de X, mais ça, c'est V rond U de X. Et donc, c'est U rond V de X, d'après l'hypothèse. Mais V de X, c'est égal à 0 d'après l'autre hypothèse. Et donc, ça fait U de 0 égale 0, parce que U est linéaire, bien sûr. Donc, U de X, c'est bien dans ker de V. Et maintenant, vous voulez montrer que im de V est stable par U. Donc, on prend X dans im de V, et il faut montrer que U de X est encore dans im de V. Bah, pareil, U de X, c'est U de... X, il est de la forme V de Y. Et donc, on a U de V de Y, mais ça, c'est V de U de Y. Et donc, c'est bien dans im de V. Donc, U de X, c'est bien dans im de V. Voilà. Bon, il faut savoir le faire vraiment de façon fluide, sans trop se poser de questions. Maintenant, établir l'équivalence entre ker de U égale ker de U2 et im de U, intersection avec ker de U égale 0. Bon, alors, vous voyez que ker de U et ker de U2, déjà, sont dotés tous les deux d'une inclusion naturelle. Il faut penser à ce qu'on appelle les noyaux emboîtés. Hein. Ker de U est inclus dans ker de U2. Ça, c'est très facile à montrer. Hein. Vous prenez un élément qui vérifie U de X égale 0, bah forcément U2 de X, c'est U de 0, donc ça fait 0. Et donc, ker de U est inclus dans ker de U2. Donc, finalement, cette égalité ne repose que sur l'inclusion inverse, ker de U2 inclus dans ker de U. Et c'est ça qui va être important. Donc ça, il faut avoir ça en tête, hein, si on veut se servir d'un argument essentiel, ce n'est pas l'inclusion directe, c'est l'inclusion inverse
qui est l'argument essentiel. Et là, im de u inter ker de u égale 0. Bon, alors on va établir cette équivalence. Alors, donc on a toujours hein, ce qu'on disait, ker de u est inclus dans ker de u2. Maintenant, on va partir de im de u inter ker de u égale 0. Hein, et on va montrer qu'on a l'inclusion réciproque. Hein. Donc, on part de y est dans ker de u2. Donc, ça veut dire que u de y égale 0. Donc, u de y, bah, forcément, il est dans im de u, puisqu'il est de la forme u de y, et il est dans ker de u, puisque u de y égale 0. Et donc, u de y égale 0. Bah oui, puisqu'il est dans l'intersection des deux et qu'on a supposé que l'intersection était nulle. Donc u de y égale 0, et donc y appartient à ker de u. Voilà. Et donc on a bien montré, on est parti de ker de u2 et on est arrivé dans ker de u, donc on a montré l'inclusion inverse, et c'est bon. Maintenant, réciproquement, on suppose qu'on a l'égalité, et il faut montrer que l'intersection de im de u et ker de u est nulle. Donc, bon, évidemment, hein, 0 est toujours inclus dans im de u inter ker de u, ça c'est clair. Encore que c'est pas mal de le dire. Hein. Et il faut montrer l'inclusion inverse. Donc maintenant, on prend y qui est dans l'intersection. Donc on suppose que y est de la forme u de x et que u de y égale 0. Donc ça veut dire que u2 de x, bah, c'est u de y, et donc c'est 0. Voilà. Ce qui veut dire que x appartient à ker de u2. Mais ker de u2, c'est ker de u par hypothèse, donc u de x égale 0, et donc y égale 0. Voilà. Alors maintenant, regardez l'autre question, et c'est intéressant de remarquer que c'est ce qu'on appelle le dual, c'est-à-dire que entre un espace et son dual, E étoile, l'espace E et E étoile, il y a un funiculaire qui fait l'aller-retour, qui s'appelle l'orthogonale. Et quand on a un sous-espace de E, on peut regarder l'orthogonale, mais l'orthogonale dans le sens, pas pour une forme bilinéaire, hein, c'est vraiment dans le dual. C'est l'ensemble, c'est finalement les annulateurs hein, des éléments de F. Et cette orthogonale nous donne un dictionnaire et qui est très utile, ce qu'on appelle la dualité. Et ce dictionnaire fait qu'on a toujours, quand on a une proposition dans les espaces vectoriels, on a toujours une proposition duale. Donc par exemple, ici, cette proposition, le dictionnaire, il suffit de remplacer ker par im, 0 par e, inter par plus, et évidemment plus par inter, im par ker, etc., etc. Donc ici, si vous regardez bien, quand vous dualisez ceci, ça vous dit im de u égale im de u2, et il y a une équivalence avec 0 devient e égale, et là, on va avoir ker de u plus im de u. En plus, vous remarquez que l'auteur l'a pensé comme une dualité, parce qu'ici, il a écrit im de u inter ker de u, et là, il a écrit ker de u plus im de u. Et ça, c'est pas innocent. Il aurait pu lui écrire im de u plus ker de u, mais là, il a écrit ker et im en deuxième. Donc, on voit bien que ça a été pensé de façon duale. Voilà. Hein, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que dans les espaces vectoriels de dimension finie, on a à chaque proposition, on en a une deuxième gratuite. C'est la grande promotion des espaces vectoriels de dimension finie. Sauf que là, on n'est pas en dimension finie, donc on ne peut pas utiliser ce bouton-là. Donc on va le faire directement. Donc on va le voir comme ceci. Im de u est inclus dans im de u2 est inclus dans im de u. Hein, donc ça, on l'a toujours. Vous voyez bien que là, on avait toujours les noyaux emboîtés, et là, on a les images, mais elles sont emboîtées dans l'autre sens. Donc ici, on a une suite croissante pour les noyaux, et on a une suite décroissante, en quelque sorte, pour les images. Alors maintenant, on va supposer que
E est égal à ker de U plus im de U. Et on va montrer qu'on a l'inclusion réciproque. Alors, je vais partir de Y dans im de U, et donc ça veut dire que Y égale U de X. Mais comme X est dans E, bah, je peux écrire X égale X0 plus U de X1, avec X0 dans ker de U et U de X1 forcément dans im de U. Et donc comme ça, on a Y égale U de X, d'accord? Ça c'est l'hypothèse, mais U de X c'est U de X0 plus U de X1, donc ça fait 0 ici, et là ça fait U2 de X1, donc on est bien dans im de U2. Voilà. Et réciproquement, on suppose que im de U2 est égal à im de U, et il faut montrer que E est somme de ker de U et de im de U. Donc on va partir de X dans E, et maintenant je vais écrire U de X, bah, il est dans im de U, mais comme il est dans im de U, il est dans im de U2. Vous voyez que j'utilise l'inclusion non triviale ici. Parce que ça, c'est l'inclusion triviale, elle ne nous apportera rien, celle-là. Donc U de X, forcément, il est de la forme U2 de Y, puisqu'il est dans im de U2. Donc on a Z, je vais le poser égal à X moins U de Y. Ben, j'affirme qu'il est dans ker de U, puisque quand je vais faire U de Z, ça fait U de X moins U2 de Y, et ça fait 0. Donc ici, j'ai X est égal à Z plus U de Y, et j'ai mon élément de ker de U ici, et mon élément de im de U, et j'ai bien fait ma décomposition. Voilà. Donc ça, c'était un truc assez joli. Alors, vous remarquerez aussi qu'en dimension finie, non seulement il y a l'argument de dualité, hein, donc bon, si vous ne le connaissez pas, cet argument de dualité, ben, commencez à photographier ça, mais vous avez aussi l'argument des dimensions, parce que vous avez le théorème du rang, qui va vous dire, comme vous savez que im de U2 est inclus dans im de U, la formule du rang, hein, vous dit que forcément que la dimension de ker de U va être égale à la dimension de ker de U2. Et donc, c'est ce qu'il faut pour que l'inclusion triviale devienne une égalité. Donc, à partir du moment où vous avez ça, vous avez obligatoirement ça en dimension finie. Donc, vous avez ça, mais maintenant, encore la formule du rang vous dit que E et que ker de U et im de U sont en somme directe. Voilà. Donc ça, c'était encore une autre méthode. En tout cas, cet exercice est vraiment très, très, très instructif à plus d'un titre. Alors maintenant, soit E, un R espace vectoriel de dimension n, bon alors R, vous pouvez le remplacer par K, et un endomorphisme U de E tel qu'il existe x0, vérifiant que x0, U de x0, UN-1 de x0 soit une base de E. Donc ça y est, là on est vraiment en dimension finie, hein. Et ça, c'est vraiment un grand typique, ça s'appelle les endomorphismes cycliques. C'est lié matriciellement, parce qu'on sait que les endomorphismes sont liés à des matrices qu'on appelle matrices compagnons. Hein, donc ça, c'est vraiment... Et puis, il y a un théorème qui est derrière, qui est le théorème de Frobenius, qui est vraiment très, très important dans la théorie en dimension finie. Alors, il faut montrer qu'il existe des réels AK, donc des éléments du corps, hein, on s'en fiche que ce soit réel, tels que UN égale somme de K égale 0 de n-1 AK UK. Alors, on peut être étonné, parce qu'étant donné qu'on est en dimension n, on sait que ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est Cayley Hamilton, finalement. Alors, je suppose qu'il faut utiliser ces hypothèses. Bon, hein, Cayley Hamilton nous dit qu'il existe un polynôme de degré n, hein, tel que qui de u égale 0, ce qui revient à dire ceci, finalement. Donc, c'est quand même curieux, mais on va rentrer dans la logique du problème, c'est-à-dire de ne pas utiliser Cayley Hamilton et vraiment d'utiliser le x0. Et là, ça va devenir très instructif.
on suppose donc que c'est une base de E, ce qui veut dire que UN de x0 va s'écrire dans cette base. Voilà, UN de x0, c'est un élément de E, donc il s'écrit dans cette base avec des coordonnées à 0 jusqu'à AN-1. Voilà. Et maintenant, à partir du moment où, vous voyez, x0, c'est un peu comme un chef charismatique pour l'endomorphisme U, bah à partir du moment où UN de x0 va être égal à ceci, bah on va montrer que UN de x, pour tout x, va être égal à la même chose, mais en remplaçant x0 par x. Vous voyez. Donc ça, c'est ça qui est joli dans cet exercice et qui est instructif. Et à partir de ce moment-là, on aura bien montré que UN, c'est exactement la somme de ce qu'on veut, quoi, en quelque sorte. Alors, d'abord, x, on part de x. X, il est égal à la somme, lui aussi, il se décompose dans cette base. Donc, il est égal à la somme de certains BI, UI de x0, d'accord? C'est-à-dire qu'il a pour coordonnées les BI hein, dans cette base, X. C'est fait pour ça, les bases. Et maintenant, comme UK commute avec toute puissance de U, quand vous allez faire UN de X, puisque c'est ça qu'il faut calculer, UN de X, ben ça va faire UN de ça. Donc, je vais faire rentrer UN qui est linéaire là-dedans, et on va avoir UN plus I, ici. Et donc ici, je vais avoir une somme avec des UI, UN, d'accord? Voilà. Bon, là, ça ne pose pas de problème. Mais maintenant, UN, ça y est, je suis tombé sur UN de x0, donc je vais pouvoir écrire UN de x0, c'est tout ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire rentrer non seulement le UI à l'intérieur, mais le somme de BI, UI. Donc ça va faire A0 que je sors, et là j'ai une somme de BI, x0. Là, je vais avoir A1U que je sors, et à l'intérieur, je vais avoir le somme de I égale 0 de BI, UI et de x0, etc., etc. Et là, je reconnais X, donc j'ai A0X plus A1U de X, etc., plus AN-1, UN-1 de X. Bon, alors, maintenant, donc on a montré ce qu'on voulait montrer. Maintenant, je vous montre une preuve plus élégante, beaucoup plus élégante ici, avec les polynômes d'endomorphisme. Alors, les polynômes d'endomorphisme, vous avez A et B des polynômes, le cas de X, et A de U, ça va être un endomorphisme. D'accord? Ici, vous allez avoir A, voilà. Donc A de U, ça va être un endomorphisme, B de U, ça va être un endomorphisme. Et quand vous les composez, ben, ça fait AB de U. Voilà, ça c'est quelque chose à bien connaître. Et donc, ça fait BA de U. Et comme ça fait BA de U, ben, ça fait finalement que A et B peuvent échanger leur rôle, parce que A fois B, c'est B fois A chez les polynômes. Et donc, A de U rond B de U, bah, c'est B de U rond A de U. Ça, c'est important. Donc, on peut échanger A et B quand on a une situation comme ceci. Donc, regardez, là, l'exemple, vous prenez UN de X. Donc, UN de X, ben, par définition, c'est le polynôme Xn qu'on applique à l'endomorphisme U. Voilà. Xn de U, c'est ça, UN. Là, je vais prendre pour Q. D'accord, donc X, c'est ça. Hein, X, il est où X? X, il est là. Donc là, c'est un polynôme Q, hein, qui a pour coefficient B. Donc Q de U de x0. Voilà. Ça, c'est exactement cette écriture-là. Q de U de x0, voilà, c'est X. Et maintenant, comme on a un polynôme Xn et un polynôme Q, je peux échanger Q et Xn. Donc ici, je peux mettre Q de U et UN de x0. Mais UN de x0, bah, c'est un polynôme, un autre polynôme, P, avec les coefficients A. Donc ça, c'est P de U de x0. Donc ça fait Q de U de P de U de x0. Et là, bah, pareil, je peux échanger
Q et P pour la même raison que tout à l'heure. Donc ici, j'ai P de U de Q de U de x0, et ça, c'était x, donc j'ai P de U de x, et j'ai exactement ce que je veux. C'est-à-dire, c'est ça que je voulais montrer. Voilà, on va s'arrêter là, on en a assez fait pour aujourd'hui.